Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va Salut. traiter du data marketing aujourd'hui et de l'importance justement d'essayer d'avoir un outil ou plusieurs outils pour vraiment bien mettre en place la stratégie marketing en 2024-2025. Je suis aujourd'hui avec Pierre, que vous connaissez déjà j'imagine, avec qui on travaille donc tout le temps en binôme pour nos clients et évidemment aussi pour nos formés, pour des personnes qui font de la formation. Et on va vous expliquer donc un peu tous nos outils, comment est-ce qu'on met en place une stratégie, comment est-ce qu'on utilise la data via Tag Manager, donc du côté technique, c'est là. C'est ça. Et du côté, on va dire, marketing et réflexion utilisateur, c'est plutôt moi. Et donc, grâce un petit peu à cette vidéo, vous allez en apprendre plus. Et vous allez aussi savoir comment aujourd'hui on s'organise et comment tous les outils d'IA peuvent aussi nous aider à plein de niveaux, que ce soit dans la conception, que ce soit dans la rédaction. Et aussi pourquoi est-ce qu'on a intégré ces éléments-là sous forme de petits modules dans le programme Alpha Digital qui est à l'heure actuelle en ligne et pour lesquels la cohorte un petit peu d'apprenants commence à prendre ses marques. Générique. Alors, on va parler de tracking, on va parler de tagging, on va parler du rôle central de la data et de l'optimisation un petit peu des parcours utilisateurs et la conversion, d'autant plus que la plupart des gens, quand ils font un site web au départ, tu vas me confirmer, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la vision d'un petit peu comment est-ce que l'utilisateur doit cheminer sur un site web. Et c'est vrai que ce qu'ils pensent d'abord, c'est comment est-ce qu'ils vont se présenter et comment est-ce qu'on va avoir accès également aux pages services, aux pages contacts, aux pages indispensables. Et c'est vrai que souvent sur une V1 d'un site web, tu me diras si je me trompe, mais on travaille essentiellement ça. Oui, on travaille beaucoup ça. Il y a tout un travail sur tout ce qui est maillage interne et externe, très important. Très important déjà pour l'utilisateur classiquement, mais aussi très important pour Google, qui lui aussi est le SEO, du coup qui va chercher lui tout le maillage interne, comment est-ce que c'est fait, la structure du site, etc. pour pouvoir correctement le référencer sur son moteur de recherche. Et donc un site qui est bien structuré avec un bon maillage, généralement rank beaucoup mieux que l'inverse. Et c'est vrai que souvent ce qu'on dit aussi à nos clients pour qui on fait un premier site, en tout cas moi je leur dis réservez-vous pour dans 2 ou 3 ans de nouveau du budget pour faire évoluer le site. Alors un an c'est rare, même si nous on est tout le temps de manière générale dans les sites pour lesquels on fait la gestion et les nôtres, mais c'est vraiment difficile de se dire je vais être le nez dedans tout le temps. Donc gardez aussi peut-être du budget justement, ou en tout cas replongez-vous-en à partir du moment où il y a suffisamment de data. Et c'est Ouais. grâce à la data qu'on peut trouver sur les outils d'une manière générale qu'on va se permettre d'avoir de l'information et pouvoir peut-être retravailler un petit peu sur ces structures-là. Je vais commencer par un exemple tout con qui est arrivé quand on a commencé à faire des Google Ads il y a 2 ans. Nos pages de Google Ads, celles vers qui on envoyait le trafic des Google Ads, bah, on s'est rendu compte que le trafic arrivait dessus, mais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de passages à l'action. Et oui, on avait mis des CTA, donc des CTA c'est des petits boutons que les gens cliquent, mais on n'avait pas forcément mis les bons. Et surtout, on n'avait pas suffisamment retravaillé le copywriting sur les pages pour que la page puisse se suffire à elle-même aussi si les personnes ne voyaient que ça. Donc c'est vraiment très important et c'est vrai qu'au sein du programme qu'on a enregistré il y a quelques jours, le bloc 3 qui est sur la data marketing, il y a vraiment une réflexion qui doit être faite sur où est-ce que j'envoie le trafic depuis chaque page. Un autre exemple tout con, qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, par exemple les pages articles sont peut-être pas des pages dans lesquelles on va directement inviter la personne en bas de page à aller prendre contact ou à aller acheter. Une personne qui arrive sur une page article, en général elle cherche du revenu, De l'information. voilà, de l'information. Au mieux, elle va peut-être vouloir s'inscrire sur une newsletter ou éventuellement suivre sur les réseaux sociaux et éventuellement regarder un peu les portfolios, mais elle ne sera pas encore prête à passer à l'action. Elle ne sera pas encore prête à mettre un achat ou prendre contact. Donc il faut vraiment raisonner avec ce tunnel de conversion qui est le même qu'on utilise aussi d'une manière générale sur les réseaux sociaux, sur la communication, sur la stratégie de manière globale, ben aussi sur le site web. C'est ça. La maturité du prospect, c'est une chose qu'on va pouvoir du coup tester avec tous ces outils-là de data, et ça va aussi permettre de suivre le parcours utilisateur et de, comme on l'a dit sur le premier exemple par exemple, savoir où est-ce que ça pêche dans le parcours utilisateur. Typiquement dans notre premier exemple, la personne arrivait sur la page où on voulait qu'elle arrive, mais une fois qu'elle était dessus, il ne se passait rien.
Et donc on s'était dit, eh ben, du coup c'est cette page-là qui plante et c'est cette page-là qu'il faut retravailler en elle-même. Le parcours était bon, mais pas la page finale à destination du coup. Et donc les datas permettent justement de voir ce genre de choses-là et de savoir où dans le parcours utilisateur est-ce que il y a un problème. Voilà. Et donc au final, évidemment, on va vous reciter les outils que vous pouvez utiliser. On fait beaucoup de tutos, on fait beaucoup de supports qui peuvent aider justement à mieux les appréhender. Même nous, ça nous demande beaucoup de test and learn. Hein. C'est pas une science exacte du tout, et c'est une science aussi qui demande de recommencer, d'enchaîner. Et aujourd'hui, les sites web qui ont qu'une V1, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je dirais pas qu'ils tombent au sein de Google, parce qu'il y a des gens qui font ça, ils font un site web et après ils ne reviennent jamais dedans. Mais il y a de fortes chances quand même qu'il soit beaucoup moins mis en avant parce que, le SEO va bien moins marcher et même le comportement utilisateur a une influence sur le SEO. Pourquoi? Parce que Google voit si les utilisateurs ne passent pas à l'action, Google voit si les gens ne passent pas beaucoup de temps. Et donc on va parler maintenant un petit peu du rôle justement du tagging. Et là pour le coup, nous on a pris en main Google Tag Manager depuis plusieurs mois maintenant. Qui n'est pas si facile que ça. Non, c'est pas évident. Mais qui est quand même extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il relie votre site web aux outils de tracking analytics, que ce soit Google Analytics, Google Ads, pour moi quand j'en fais pour nos clients ou autres, et même d'autres outils, j'imagine. Tout ce qui est pixels, réseaux sociaux, etc., ça peut aussi aller sur Google Tag Manager. Tout à fait. Donc c'est indispensable d'aller connecter ces éléments en sachant que, évidemment, pour un site e-commerce, ça l'est encore plus. Parce que pour un site e-commerce, on traquera ces éléments-là. Dans Google Analytics, il y a même des pourcentages qui vous remontent le funnel, donc le tunnel de conversion avec le haut, le milieu, le bas, le pourcentage pour chaque élément. Quand on est prestataire de service, c'est un petit peu moins crucial, mais ça l'est quand même important. Et un élément tout bête aussi qu'on parle au niveau du tagging, c'est les Google Ads. Quand on fait des Google Ads, on peut faire des Google Ads de tracking, de trafic, et on peut faire des Google Ads de conversion. Ce qui implique une chose, c'est de paramétrer ces conversions-là. Ces conversions au sein du tagging. Qu'est-ce que ça va donner au final? Eh bien, ça donne que si on paramètre correctement les conversions sur Google Ads, du coup, on peut les lier sur Google Tag Manager qui, lui, va s'occuper de lier ça sur le site. Et vu que tout est un ensemble lié en fait avec Google Tag Manager un peu centralisé, ça va en plus permettre de faire remonter toutes ces conversions-là sur Google Analytics. Exactement. Et au final, alors il y a toujours des petits écarts, hein, c'est pas une science exacte, d'autant plus qu'aujourd'hui avec les diverses obligations légales que sont celles du DMA, des plugins obligatoires donnés par la CNIL, et on va en parler dans 2 secondes, ça rend beaucoup plus complexe le travail. Le data marketing a moins de data, on va être honnête. Et pour le coup, c'est quand même extrêmement important parce que ça nous permet d'essayer de comprendre et même éventuellement de s'assurer que tout marche correctement. Oui, alors c'est vrai que tout ce qui est bandeau de cookies, acceptation de cookies, etc., ça fait baisser pas mal la data, mais on a quand même un échantillon, moindre, mais qui du coup, normalement a le même comportement global qu'un échantillon qui serait plus élevé. Donc on peut se dire que s'il y a 1/3 des personnes qui acceptent les bandeaux de cookies, de toute façon, la majorité aura le même comportement que si tout le monde les avait acceptés. Donc voilà. on a une moyenne sur moins de personnes. Idéalement, voilà, c'est pas avec 10 personnes qu'on va faire des généralités, mais à partir d'un certain nombre de personnes qui viennent, évidemment, on peut le comprendre. Et par exemple, si on voit, mettons 3 conversions sur Google Ads, on devrait voir les mêmes 3 conversions sur Google Analytics. Voilà. Et si on veut voir exactement, alors Google Ads vous dira quel type de conversion vous avez paramétré, hein, si ce sont des appels, si ce sont des remplissages de formulaires en ligne, si ce sont juste des pages vues. Moindre conversion pour le coup, on aime moins ce genre de conversion parce que ça n'engage pas exactement la personne. On les voit aussi dans Google Analytics et possiblement, si on veut aller encore plus loin, on peut utiliser Hotjar pour se dire à quel moment la conversion a eu lieu. Alors, on va vous donner un exemple concret. Très honnêtement, quand les personnes y remplissent un formulaire, et notamment une landing page, on va pouvoir paramétrer, on va pouvoir mettre justement, grâce à Google Tag Manager, des trackers dessus, ça crée des événements et pour le coup, ça permet de savoir exactement le nombre et éventuellement aussi qu'est-ce que les personnes font exactement à proprement parler. Donc, est-ce que tu peux me parler justement un petit peu plus des événements qui existent qu'on peut aller traquer sur Google Analytics? On peut traquer pas mal de choses, quasiment tout. Donc réponse au formulaire bien sûr, prise de contact en cliquant sur un des boutons de mail ou de téléphone.
Mais ça, du coup, ça part du principe que la personne téléphone avec son ordinateur ou en tout cas l'appareil avec lequel il est en train de visualiser le site. On peut faire de la page vue, on peut faire du clic sur n'importe quel bouton, donc c'est pas forcément un remplissage de formulaire, ça peut être n'importe quel bouton. On peut faire donc la page vue, comme je disais, ça peut être intéressant parce que des fois c'est assez compliqué de traquer un formulaire, notamment, enfin techniquement en tout cas, à mettre en place dans Google Tag Manager. Donc ce qui se fait aussi, c'est de créer une page de remerciement après un envoi de formulaire. Comme ça, on traque en fait cette page vue de remerciement et on sait que normalement, si cette page apparaît, c'est que quelqu'un a rempli le formulaire. On peut quasiment tout traquer avec Google Analytics et Google Tag Manager, mais pour être encore plus précis, vraiment au sein d'une même page, effectivement, il vaut mieux utiliser peut-être Hotjar. En tout cas, c'est un formidable outil et c'est vrai que ça permet de mieux se rendre compte de qu'est-ce que la personne a fait. Alors, le problème, c'est que c'est du individuel, Hotjar. Contrairement à Google Analytics, voilà, on a la globalité de l'échantillonnage. Exactement. Là, on va regarder une personne après l'autre, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a vu. Et moi, j'avais bien aimé cet été, il y avait une personne qui avait pris rendez-vous sur notre lien de prise de rendez-vous. Et j'avais pu voir en amont qu'est-ce qu'elle avait fait par rapport au fait que dans ma boîte mail, je savais exactement à quelle heure j'avais reçu la prise de rendez-vous. Oui, donc, grâce à la boîte mail, j'avais l'heure, j'allais dans Hotjar, je vois l'enregistrement, à quelle heure ça a eu lieu, et à partir de ce moment-là... il est allé espionner. Exactement, mais c'est une passion, et honnêtement, c'est vraiment utile pour mieux vendre, tout simplement, et avoir un meilleur discours. J'aimerais qu'on parle, avant de donner quelques autres exemples précis, j'aimerais qu'on parle justement de l'obligation 2024 du Google Consent Mode V2. Oui, c'est un peu compliqué. Alors Google a été, en tout cas par la CNIL et par globalement la Commission européenne, a été arrêté plusieurs fois. Le DMA a été arrêté, a été jugé et sanctionné, a payé de grosses amendes parce qu'il ne respectait pas vraiment comme il fallait tout ce qui était RGPD, surtout au niveau des cookies. Donc là, en 2024, Google s'est mis à la page et donc il propose son Google Consent Mode V2, qui est du coup une obligation qu'a eu Google à mettre en place. En fait, si vous voulez, sur chaque outil Google, donc que ce soit Google Analytics ou Google Ads ou même YouTube, il y a forcément des cookies qui viennent du coup traquer tous les visiteurs. Et ces cookies-là doivent être obligatoirement acceptés par tout site qui met en place un tracking Google Ads ou un tracking Google Analytics, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc maintenant, si un utilisateur refuse ces cookies-là, il n'est normalement pas traqué, ce que ne faisait pas Google avant. Et donc Google propose des CMP, donc c'est des partenaires particuliers qui sont partenaires avec Google officiellement, qui se proposent de mettre en place le Google Consent Mode V2. Très souvent, ce sont des plugins payants ou des schémas, c'est un peu technique, mais des schémas Google Tag Manager payants. Mais c'est les seuls officiels qui permettent ça. Sinon, l'autre moyen que vous avez, c'est de vous-même, manuellement dans le code, aller activer ou désactiver les cookies sur un clic bannière, c'est compliqué. Voilà, il faut sûrement passer par un CMP. Les plus grosses plateformes de gestion de consentement sont CMP Google. Je pense à Cookiebot, Cookies, Acceptio, tout ce genre-là. Au final, ça rajoute un autre élément qui est très compliqué, c'est que outre la data en moins, il y a plein d'éléments qui vont plus s'afficher automatiquement sur les pages et les sites web. Et déjà, on l'observe, puisque d'ores et déjà, vous allez sur des sites, on se rend compte qu'une vidéo ne se lance pas ou un élément ne se lance pas, c'est uniquement parce que justement on n'a pas accepté la totalité des éléments. C'est l'acceptation des cookies, de YouTube, etc. Si on n'accepte pas, la vidéo ne se lance pas. Donc en gros, moi je pense que ça va encore évoluer parce que ça donne une tannée d'une manière générale au niveau du travail à faire. Ça rajoute beaucoup de difficultés. Après, les clients ne comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'on doit facturer cet élément-là et pourquoi est-ce que les datas sont moins denses, etc. Alors c'est d'autres éléments et surtout, moi je pense qu'en intention utilisateur, on risque de perdre des clients, quoi. Si un site web a des éléments qu'on est obligé à chaque fois de valider pour voir les éléments, tandis qu'un autre ne propose pas, c'est pas terrible. Pour terminer, j'aimerais dire en conclusion, ce qui est important, c'est d'essayer de cartographier justement le netlinking. Alors on fait des plans de tagage, mais on fait aussi des plans de netlinking. Et ce qui est bien, c'est de se dire, voilà, j'ai ces pages-là et je vais le relayer comme ça. Et en bas de chaque page, ça donne ce suivi-là. Ça sert en SEO, mais ça sert surtout en parcours utilisateur
utilisateur pour se dire ma personne, si elle arrive sur la page d'accueil, bah, peut-être qu'elle va aller sur la page service et après peut-être qu'elle va aller sur un des portfolios pour voir des exemples de la page service et peut-être que je l'amène sur la page contact. Mais le fait de passer direct de la page d'accueil à la page contact, ce sera peut-être moins naturel. Donc oui, on peut le proposer, mais peut-être pas comme élément principal. Vous voyez, peut-être en élément secondaire, en footer ou dans des petits éléments. Bref, il faut réfléchir à l'intention utilisateur et puis après, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tester, tout simplement. Essayer d'avoir des personnes qui vont aller sur le site et qui vont trouver ça fluide, qui vont trouver facilement ce qu'elles veulent. Et si on est trop bas, à moins de 3 clics, eh bien peut-être réviser sa copie. C'est ça, ou même tout simplement utiliser toutes les datas dont on parlait juste avant, voir le parcours utilisateur, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui marche, et faire des tests, et échanger constamment, et mettre à jour, et améliorer, et évoluer. Ouais, c'est un travail de longue haleine, mais c'est vraiment utile et c'est vraiment important parce que si on a une stratégie et même après qu'on ajoute une stratégie par-dessus outbound avec du marketing automation ou des éléments qui permettent de recontacter les personnes qui auront laissé leurs coordonnées en ligne sur une landing page, bah, il faut forcément, suivre la légalité. Et deux, s'assurer que ce sont des datas qui sont fiables. Parce qu'au final, peut-être que notre base de données qui aurait été composée, elle n'aura pas été bonne ou elle n'aura pas été suffisamment bien ciblée au niveau des personnes que ça leur a apporté. Voilà, ben merci de ta présence. C'est toujours un plaisir et comme d'habitude, on va vous dire, n'hésitez pas à aller découvrir le programme Alpha dont on a pas mal parlé puisque c'est le meilleur moyen un petit peu de créer les fondements de son entreprise. Alors, c'est pas forcément pour les débutants, je dirais c'est pour les personnes qui ont déjà lancé les éléments mais qui se rendent compte qu'il y a des choses à perfectionner. C'est un bloc de e-réputation, création de contenu, un bloc de SEO, un bloc de data marketing dont on vient de parler et un dernier bloc de stratégie marketing. Donc le meilleur moyen avec les apprenants actuels de monter en compétence sur ces éléments-là tout en étant aidés par des coachings collectifs qui ont lieu toutes les 3 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas. Comme d'habitude, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut, bye.